Savez-vous qu'on fabrique des guitares sèches en République démocratique du Congo? Pour en savoir davantage, moi je vous dis rendez-vous tout à l'heure dans notre rubrique Le Congolais de la semaine. Alors, bienvenue à ONUMAG. Nous sommes au mois de mars. Cette année, comme les précédentes, le bureau genre et le personnel féminin de la MONUSCO n'ont pas dérogé à la règle par l'organisation de la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme. Côté gouvernement congolais, on notait la présence notamment de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Geneviève Inagossi. La journée 2013 est placée sous le signe de la journée de solidarité avec les victimes des violences sexuelles et autres violences basées sur le genre. Mais parce que la promotion des droits de la femme et la protection des femmes, particulièrement en temps de conflit, est la responsabilité première d'un État. On ne peut que se réjouir de l'élaboration en 2009 par le gouvernement congolais d'une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, cette stratégie du gouvernement congolais est le cadre de référence des actions gouvernementales, mais également du système des Nations Unies en matière de lutte contre les violences sexuelles, avec notamment un volet très important sur la lutte contre l'impunité et à la pierre angulaire pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Oui, alors effectivement, nous sommes à Kichanga et c'est ici que les affrontements ont commencé, le 27 février. C'est là que l'incendie a commencé, ici. Voilà. Et depuis, tout le centre-ville a été détruit parce que deux groupes s'affrontaient. Finalement, personne n'a gagné. Mais la ville est détruite. Constat amer d'un membre d'une délégation mixte MONUSCO, gouvernement provincial du Nord Kivu, qui s'est rendu à Kichanga entre le 27 février et le 5 mars dernier. Des affrontements violents ont opposé dans cette localité les militaires FARDC aux miliciens APCLS. Plus de 80 morts parmi les civils, des centaines de blessés, plusieurs maisons incendiées et plus de 100 000 déplacés. La situation humanitaire sur place a constaté cette mission est tout simplement désastreuse. Et donc c'est maintenant que l'on découvre l'étendue du désastre, l'étendue des dégâts, de très nombreuses maisons, même des grandes villas ont été détruites, brûlées, et tout le centre-ville est vraiment en très triste état. Selon la délégation, la situation humanitaire sur place nécessite une intervention urgente pour assister les populations locales victimes de ces combats. Elle propose par ailleurs, avant toute action de reconstruction de la cité, que le gouvernement déploie une unité FARDC neutre et impartiale. Kinshasa, commune de Bumbu. Dans cet endroit reculé, enclavé et défavorisé de la capitale, est sise le centre médical et maternité Siloé. Un centre dont la position est fortement préjudiciable à toute évacuation médicale d'urgence. Arguments qui ont convaincu la MONUSCO à le doter d'équipements médicaux, dont un appareil échographique et une couveuse. Nous avons aussi réussi les centrifugeuses à urine qui servira à bien faire les examens des urines. Et aussi les centrifugeuses à hématocrite, ça sert à bien faire les examens du sang. Et aussi nous avons hérité les spectrophotomètres pour faire tous les examens de biochimie. En biochimie, on entend dire les examens d'hépatite, les cholestérol et autres examens. Vous savez, l'aire de santé Kasaï, c'était une aire de santé qui n'était pas couverte en centre de santé. Le centre de santé Siloé vient d'intégrer depuis bientôt une année cette aire de santé, et avec cette dotation en médicaments, nous pensons que ça va vraiment beaucoup contribuer à l'amélioration de la qualité des soins, mais surtout à l'amélioration de la qualité de la santé de la population de nos zones de santé de façon générale. La cérémonie de remise du matériel d'une valeur de 25 000 $ entre les officiels de la MONUSCO et l'administration du centre s'est déroulée dans les locaux du centre médical à Bumbu. La MONUSCO déplore le décès de 4 membres d'équipage à bord de l'un de ses hélicoptères civils qui s'est écrasé le samedi 9 mars dernier à quelques 20 km à l'ouest de la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu.
Une équipe de sauvetage de la MONUSCO qui s'est rendue dans les lieux, sur les lieux de l'accident le 12 mars a confirmé leur décès. L'hélicoptère avait disparu le samedi 9 mars alors qu'il retournait à Bukavu après une mission à Shabunda, dans la province du Sud Kivu. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies a présenté ses plus sincères condoléances et sa sympathie aux familles et aux amis des victimes, ainsi qu'au gouvernement de la Fédération de la Russie. Projet à impact rapide de la MONUSCO, comment en bénéficier? C'est la question que nous avions sélectionnée cette semaine. Moi, en tant qu'individu, j'ai des projets réels. Comment je peux obtenir des financements de la MONUSCO? De prime abord, la MONUSCO ne finance pas les projets d'individus. Ce sont généralement les organisations à but non lucratif qui exécutent les projets à impact rapide et parfois des entreprises de construction. Les projets à impact rapide, connus également sous l'acronyme de QUIPS, sont des projets à petite échelle qui peuvent être exécutés rapidement au bénéfice des communautés. Alors, au niveau de chaque secteur, il y a un comité de sélection qui a pour rôle de définir les priorités thématiques et géographiques spécifiques à ces secteurs-là. Alors, un projet qui ne répond pas aux critères découlant de cette définition et qui ne tombe pas dans les priorités de ce secteur n'est pas retenu pour discussion au niveau de ce comité de sélection. Alors aujourd'hui, à la place de notre rubrique « Qui sommes-nous ?», nous vous proposons plutôt ce rapport sur les morts en détention, présenté le 13 mars dernier à la presse par le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé de l'état de droit, aussi du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport fait suite à une recherche sur la situation des droits de l'homme dans les centres de détention en République démocratique du Congo. Le rapport indique que le nombre de décès en détention a presque doublé en 2012 et que les conditions de détention restent extrêmement précaires dans la grande majorité des centres de détention. Les conclusions du rapport sont très brièvement les suivants. Entre janvier 2010 et décembre 2012, nous avons documenté 211 décès en détention. Il s'agissait d'une cinquantaine en 2010, une cinquantaine en 2011 et plus de 100 décès en détention en 2012. Les causes principales de ces décès, il s'agit de la surpopulation carcérale, bien sûr, la malnutrition, il manque de soins médicaux, accès aux médicaments, l'insuffisance d'un budget attribué dans ce domaine et aussi une chose très importante, une insuffisance de gestion de peu de fonds qui sont destinés à ce secteur. Aussi, il y a eu 10%, un peu plus de 10% des décès en détention qui sont dus au mauvais traitement, donc aux tortures, d'autres formes de mauvais traitement. Il est de la responsabilité de l'État, stipule le rapport, de maintenir les prisonniers en vie et en bonne santé conformément aux normes internationales. Les problèmes très graves et persistants entourant les conditions de détention en RDC doivent être traités sans plus tarder. Et c'est pourquoi le rapport recommande notamment... Nous demandons au gouvernement de mettre en place une stratégie nationale visant à coordonner les efforts des acteurs nationaux et internationaux, des donateurs, afin d'assurer la cohérence des actions visant à améliorer les conditions de détention dans l'ensemble du pays. S'assurer qu'un système de supervision générale de tous les lieux de détention est en place et fonctionne de manière effective, notamment à travers les inspections qui sont déjà, je le signale, prévues par la réglementation en vigueur en RDC. Établir un budget global suffisant pour l'administration pénitentiaire, y compris une allocation claire et précise pour tous les établissements de détention en fonction de leurs effectifs et des besoins réels. Il est vrai que c'est un problème qui perdure depuis des années, depuis des décennies. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une fenêtre d'opportunité de faire face à ce problème très grave, compte tenu de la volonté que nous avons constatée d'une manière très palpable du gouvernement, notamment de leadership qui vient du ministère de la Justice et des Droits humains, et de des actions concrètes déjà prises dans ce domaine par le gouvernement. Alors avant de vous dire au revoir, ce portrait
Dans un pays où sa musique a sa place au soleil, Maurice Manzanza a choisi son chemin dans ce domaine. Sa spécialité, fabriquer la guitare Almaz. Pourquoi, comment, dans quel but? Élément de réponse avec l'intéressé. Et moi je vous dis à très vite, au revoir, ciao ciao. Je m'appelle M. Maurice Manzanza, je suis luthier. Je suis dans ce domaine il y a de cela plus de 35 ans. Je crois que les Congolais sont capables de tout. Je fabrique la guitare sans la prendre quelque part. C'est pour vous dire que nous sommes capables de tout et que nous pouvons aller de l'avant si nous voulons vraiment ce que ce pays aille loin. Cette guitare est la guitare fabriquée par moi de marque Almaz. Et j'ai commencé ce métier, je n'avais aucune idée d'être fabricant de guitare. La première guitare a été faite en 65. En 65, j'avais une quinzaine d'années. La ville de Kinshasa s'appelait à cette époque Léopoldville. Alors, il y avait projection de films. Mais quand ils venaient pour arranger les appareils cinématographiques, la jeunesse dans la cour où ils devaient projeter les films se mettait en liesse pour chanter une chanson. Alors maintenant, quand on chantait cette chanson, il y avait certains guitaristes qui maniaient la guitare. Alors ces sons agréables m'ont toujours poussé moi aussi à chercher à apprendre la guitare. J'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit non. Parce que jouer à la guitare, c'est faire du banditisme. Je suis allé acheter quelques morceaux de contreplaqué. J'ai pris une guitare d'un des amis, j'ai reporté à l'aide d'un crayon et à l'aide d'une scie à métaux que j'avais acheté, j'ai fait des découpages et j'ai fabriqué ma première guitare à 4 cordes seulement. En 67, je suis tombé sur une revue française qu'on appelle Paris Match. Alors dans cette revue, j'ai vu une maison qui fabriquait des guitares. C'était la maison Quesnon de Paris. Je leur ai demandé qu'on m'envoie un catalogue où il y a toutes les caractéristiques possibles, c'est-à-dire les modèles et pourquoi il y a des parties coupées sur certaines guitares, pourquoi je devais acheter beaucoup de guitares, alors que ce n'est que la malice que j'ai utilisée pour comprendre et avoir des notions sur la fabrication des guitares. On m'a envoyé un catalogue où il y avait plusieurs types de guitares sèches. Beaucoup de musiciens congolais qui sont connus aujourd'hui ont pu faire leurs travaux par mes guitares Almaz. Donc même non seulement congolais, mais même nos frères d'en face, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville. Les CBN sont joués aussi avec ces guitares parce que ça rend la qualité qui correspond vraiment à leurs souhaits, à leurs demandes. Et je dirais à mes frères congolais que dans la vie, il ne faut pas chercher à aller trop vite. Faites ce que vous faites. Quelles que soient les difficultés que vous connaîtrez, demeurez dans ce que vous faites. Ayez du courage. Allez plus loin et vous vous en sortirez un jour à faire quelque chose de grand.